La confusion, c'est ça finit à 15 minutes. Incluant les questions. Non, les questions. Alors, on va y aller avec notre dernier conférencier, Pierre-André Bergeron. Pierre-André est bachelier en génie informatique de l'Université Laval depuis... Géomatique. De l'Université Laval depuis 1992 et membre de l'Ordre des arpenteurs géomètres du Québec. Il travaille pour Hydro-Québec Équipement depuis maintenant 8 ans et s'est spécialisé en levée LiDAR statique depuis les 3 dernières années. Avant d'arriver chez Hydro-Québec Équipement, Pierre-André était spécialiste en GPS pour le compte de la compagnie Viasat Géotechnologies à Montréal. Alors, M. Bergeron, la parole est à vous. Bonjour. Ça me fait plaisir d'être ici. Disons qu'on va changer de dimension un peu par rapport aux précédentes présentations. Là, on va tomber plus dans les levées d'arpentage. Alors, on va parler de données. On va parler de données tridimensionnelles, prises avec un LiDAR. Premièrement, comme vous pouvez voir dans le titre de ma présentation, je vais aujourd'hui parler au nom d'Hydro-Québec Équipement. Juste pour situer les gens un peu, Hydro-Québec Équipement, c'est un peu comme le département d'ingénierie d'Hydro-Québec, si vous voulez, où on se spécialise dans les travaux majeurs de réfection, de construction, pour la production, le transport, puis la transformation d'énergie. On est très peu en distribution. Donc, on est spécialisé dans des travaux plus grands. J'aimerais souligner que j'ai des partenaires qui ont fait le travail avec moi. Sylvain Lebrun, qui travaille chez Production, Francis Moisan, qui est technicien chez nous à l'unité géomatique, puis Stanimir Shahansky, qui est ingénieur en géomatique, qui travaille également avec nous. Donc, à Équipement, on a une unité géomatique qui offre des services, comme je vous disais tantôt, dans les projets de réfection et de construction. Étant donné qu'on n'est pas dans un congrès qui traite spécifiquement de LiDAR, je vais prendre quelques minutes pour expliquer un peu les fondements d'un système LiDAR. Ensuite, je vais spécifier les types de LiDAR, c'est-à-dire plutôt parler des plateformes sur lesquelles on peut monter les LiDAR. Je vais aussi, dans les types, je vais aussi plus spécifier le type de LiDAR auquel moi je fais référence aujourd'hui, qui est le LiDAR statique, donc employé sur trépied, qui est un appareil qui s'apparente beaucoup à une station totale. Une station totale qui va très vite, disons. Après ça, je vais essayer d'enchaîner assez rapidement vers les produits. Qu'est-ce qu'on fait avec ces données-là? Donc, les produits plus bruts ou de base, si on veut, c'est les produits qu'on va livrer qui viennent de facto avec le levé. Puis après ça, je vais parler des produits qui sont à valeur ajoutée. Puis ensuite, je vais montrer les différents exemples. J'ai quelques vidéos que je vais vous montrer. Puis après ça, une période de questions. OK? Alors, là, on voit que mon vidéo ne joue pas très, très bien. Je ne sais pas si on peut. J'espère que les autres... OK, c'est pas dramatique. Disons que ce qu'on verrait normalement, c'est un rayon laser qui tourne, parce que le LiDAR, c'est un acronyme qui veut dire Light Detection and Ranging, qui vient du radar, c'est l'acronyme radar, sauf qu'au lieu de fonctionner dans des ondes radio, fonctionne dans des ondes lumineuses, donc avec une impulsion laser. L'objectif d'un instrument comme ça, c'est de créer un concept qu'on va appeler un nuage de points. Alors, un nuage de points, ce que c'est plusieurs points mesurés en 3 dimensions dans l'espace, mais en très, très grande quantité. Alors, on oublie des concepts d'arpentage classiques où on a un point, un numéro de point, un P-code. Alors, les points, maintenant, ils viennent en gros, si on veut. J'ai aimé ce matin l'appellation Big Data. Là. Alors, Big Data prend tout son sens dans ce cas-là. Alors, je n'irai pas dans les détails, là, mais il reste qu'une chose à comprendre, si on voyait la vidéo qui tournait, c'est qu'on verrait, premièrement, c'est que c'est un peu comme l'œil humain, c'est un peu comme la vision.
Si j'ai un obstacle, comme par exemple les gens qui sont en arrière de la colonne, ben, je ne les vois pas. Alors, si j'étais un lidar, je mesurais par là, ben, ce qui est en arrière de la colonne, je ne le vois pas. Alors donc, il faut faire des multiples positions dans une pièce comme ici pour en faire un modèle tridimensionnel. Okay? Puis aussi que la résolution, donc le nombre de points par surface, va changer en fonction de la distance. Alors, on verrait aussi dans le vidéo que l'espacement va grandir en fonction des objets que je mesure, parce que c'est un principe angulaire. Okay? Donc, c'est des choses qu'il faut tenir compte quand on fait un levier. Bon, alors, là, je vais parler un peu des plateformes. Alors, moi, aujourd'hui, ce que je vais discuter avec vous, c'est un lidar qui est placé sur un trépied, comme je disais tantôt, en position statique. Okay? Donc, on va utiliser des cibles, des trépieds, puis ça s'apparente beaucoup à l'opération d'une station totale. Okay? Il existe différentes plateformes. Je vais juste les mentionner. Il y a le lidar monté sur un avion, okay, qui sert beaucoup en cartographie. Il peut y avoir des scanners à main. Okay? C'est des appareils qu'on tient dans nos mains qui vont permettre de modéliser plus des objets. Alors, on parle ici plus de mécanique, on parle de précision plus en bas du millimètre. Moi, les applications que je parle, c'est plus des applications, disons, centimétriques ou millimétriques, quelques millimètres. Il y a des trackers qui permettent encore de faire de la mécanique. Là, le tracker, c'est, je ne sais pas s'il y a un laser là-dessus. Le tracker, c'est ici. Ça, c'est celui à main. Okay. Puis, il y a aussi maintenant des lidars, comme ils peuvent être montés sur un avion, peuvent être aussi montés sur un véhicule. Okay. Puis, rouler à la même vitesse que la circulation. Ça permet de faire des modèles 3D en cinématique. Puis, on commence à voir tranquillement des applications sur chariot, comme celui qu'on voit ici en bas, okay, qui va permettre de faire des modèles intérieurs en étant capable de se promener dans l'environnement. Alors, je peux imaginer que je pourrais faire le tour de la pièce ici, aller dans une autre pièce, puis faire le tour de l'autre pièce. Alors, c'est un peu comme sur un véhicule, sauf que c'est plus modulaire. C'est sur un chariot pour faire des modèles intérieurs. Bon, alors, tous les scanners statiques ne sont pas les mêmes, puis il faut choisir le scanner qu'on va utiliser en fonction des besoins de notre projet. Okay? Donc, les principales caractéristiques de sélection du scanner, c'est la première chose, c'est la distance. Okay? Alors, il y a des scanners, disons, pour rendre ça simple, il y a des scanners qui vont mesurer, disons, entre 0 et 100 mètres, 0 300 mètres et 0 1,5 km. Okay? Ce qui va faire changer l'autre caractéristique qui fait changer, c'est la vitesse d'acquisition. Donc, plus un laser va aller loin, moins il va acquérir des données rapidement. Donc, on parle ici de 5000 points seconde à 1 million de points à la seconde. Okay? Donc, là, ce que je viens d'illustrer ici, c'est, en parlant de nombre de points par seconde, c'est la principale problématique de cette technologie-là. C'est la quantité astronomique de points. Donc, faites le calcul à 1 million de points par seconde. Si je fais des relevés pendant 5 minutes, ben, ça en fait beaucoup. Puis, le problème, c'est que l'expression trop, c'est comme passer, si on veut, okay, prend tout son sens. C'est qu'est-ce qu'on fait avec ces millions de points-là? C'est la principale difficulté. Puis, à travers les exemples que je vais vous montrer, je vais vous montrer comment, depuis environ 2 ans, on a tenté, puis je crois qu'on a réussi à trouver des solutions qui nous permettent de rendre cette quantité massive de points-là plus simple à comprendre et plus utilisable par les ingénieurs. Okay? Il y a aussi la fenêtre de visibilité, qui est une autre caractéristique. Alors, il y a habituellement les lasers qui vont très très loin ont une fenêtre de visibilité qui est beaucoup plus courte, okay? Parce que les objets étant plus loin, on voit beaucoup plus large. Puis souvent, les objets loin, comme par exemple le plafond, si je scanne quelque chose qui est loin, une paroi de roc, bien, j'ai souvent rien à la verticale qui m'intéresse. Ce qui va m'intéresser, c'est ce qui est loin. Alors, les fenêtres sont beaucoup plus petites. Quand on tombe dans l'intérieur, bien, on va avoir des scanners qui vont mesurer tout l'environnement, soit 360 degrés par 180 degrés, donc du plafond au plancher, okay? Dans un seul
field of view qu'on appelle. La présence d'un compensateur vertical, mais là, on tombe un peu dans des particularités d'arpentage. C'est ce qui permet d'avoir un laser qui s'apparente beaucoup à une station totale qui va assurer la verticalité de l'appareil lors de la prise de mesure, ce qui va nous permettre d'avoir beaucoup moins de cibles puis d'avoir moins de complexité au niveau de notre installation physique au terrain. Puis la grosseur de l'empreinte laser, bon, je n'insisterai pas là-dessus, mais ça va un peu avec l'idée de la distance. Plus on vise loin, plus le footprint du laser est grand. Et évidemment, moins on a de précision. Puis, sans négliger la classe du laser, alors il ne faut pas négliger la sécurité pour les yeux des opérateurs et aussi des gens qui pourraient se trouver dans l'environnement qu'on scanne. Souvent, les lasers vont être classés comme étant eye safe, donc théoriquement, il n'y a pas de danger pour l'œil. Je recommanderais à personne de regarder directement un faisceau laser. Puis, il ne faut pas négliger non plus l'aspect psychologique. Les gens, parfois, en étant en présence d'un laser, vont voir toutes sortes de choses par après. Okay? Donc, c'est important de mettre des enseignes comme de quoi on opère un laser, puis prévenir les gens aussi qui sont dans notre entourage pour pas qu'il arrive d'accidents, soit réels ou psychologiques. Bon, dans nos produits standards, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va assembler tous nos scans dans un seul modèle. Comme je vous disais tantôt, à cause des obstacles, mon modèle ou mon nuage de points va toujours être incomplet à partir de seulement une position de scan. Alors, je dois en faire plusieurs, puis je dois assembler ça ensemble. Donc, en assemblant les scans ensemble, on contrôle aussi la précision de nos assemblages. On va éliminer les points inutiles. On va ajuster la résolution. Souvent, on va scanner les mêmes objets plus qu'une fois, on a beaucoup trop de points sur les mêmes objets, donc on va ajuster la résolution. On va segmenter par volume. Par exemple, dans une centrale hydroélectrique, il peut y avoir plusieurs étages. C'est rare qu'on va mettre tous les étages dans un seul bloc. On va couper ça par étage, ce qui va faire diminuer aussi la quantité de points. Ensuite, le montage de photographie sphérique. Un laser vient toujours avec un appareil photo parce que le laser ne mesure pas la couleur des objets. Puis pour améliorer le rendu, il est intéressant de coupler les mesures laser avec des couleurs qui viennent d'un appareil photo. Alors, on va faire des images sphériques, okay, un peu comme Street View, si vous voulez, okay, qui devient un de nos produits de base qui est très populaire. D'ailleurs, les gens aiment beaucoup voir les photos. Puis, ces nuages de points-là qui sont nettoyés, ajustés, ainsi de suite, peuvent être visibles sous forme de nuages de points par une interface web. Okay. Dans les produits à valeur ajoutée, alors il y a les modèles 2D. Je vais accélérer. Okay. Le modèle 2D, c'est fait carrément des coupes dans notre nuage de points qui permet de prendre des mesures. Ensuite, on a la modélisation 3D. La modélisation, c'est de prendre le nuage de points puis en créer des formes canoniques, des plans, des cylindres. On peut avoir aussi des réseaux de triangles sous forme de mesh ou NURBS. Puis aussi possible dans les efforts, dans les produits à valeur ajoutée, de faire de l'analyse 3D. Bon, ici, on a un exemple en haut. On a un nuage de points visible dans une interface web. Puis en bas, on a un exemple d'image sphérique, un peu à la Street View, qu'on pourrait appeler, dans notre cas, on appelle ça Hydro View. Okay. Puis là, ici, vous avez même un exemple où, en réalité, on a fait des photos, on n'a même pas fait de laser. Parfois, les gens sont plus intéressés à voir que de mesurer. Okay. Alors ça, c'est un poste qui est très loin à la baie James. Les gens nous demandent parfois comment est-ce qu'on a fait pour justifier l'achat d'un laser comme ça. C'est que, traditionnellement, quand on prenait des mesures d'arpentage, on allait à un endroit, puis on prenait des mesures selon ce qui nous avait été dit en partant, puis on revenait au bureau après 2 jours de démobilisation pour se faire dire qu'on n'avait pas mesuré la bonne chose. Alors, c'est la principale raison qui nous a fait acheter un laser comme ça, c'est que quand tu mesures tout. Alors, quand tu reviens,
tu es sûr d'avoir les mesures. Ici, ça a été notre premier réflexe, ça a été de dire, ben là, qu'est-ce qu'on fait avec ça, ce nuage de points-là? Fait le premier réflexe, je pense que tout le monde qui commence à faire du laser comme ça, c'est de dire, ben on le coupe, on le regarde de côté, puis on fait un espèce d'arpentage virtuel, si vous voulez, là, où on clique sur les points, puis on fait un modèle 2D. C'est le premier produit classique. Ensuite de ça, ici, j'ai une vidéo qui m'a été donnée des gens de Poste, qui illustre bien où Hydro-Québec est rendu dans tout ce qui est 3D, finalement, parce que je ne parlerai pas beaucoup de conception, mais toute la conception des ouvrages se fait en 3D. Alors, on parle ici du terrain. Alors, ici, on a le nuage de points qui fait 10 millions de points qui arrivent d'un poste hydroélectrique. Alors ici, on voit toutes les structures. C'est un poste qui était très vieux, qui datait de 1930. Alors les plans n'étaient pas très fiables. Alors dans ce cas-là, on est reparti de zéro. Alors la première chose, là ici, on a un bon exemple de modélisation. Alors à partir du nuage de points, ce qu'on crée, c'est des formes qui sont beaucoup plus légères. Alors ça permet d'enlever les millions de points qu'on avait pour en faire des structures beaucoup plus simples et facilement manipulables. Ensuite, ici, c'est un poste qui va être en réfection. Alors, ils ont modélisé les structures qui vont demeurer sur place. Ici, on va enlever, ça c'est ce qui est remplacé, finalement, c'est la réfection. Alors ici, les ingénieurs vont monter les structures, les nouvelles structures, toutes en 3 dimensions. OK? Puis, la dernière étape, ce qui peut paraître étrange, c'est qu'après ça, on produit des plans 2D avec tout ça. Parce qu'en construction, quand les gens arrivent pour construire, c'est très, très difficile de se référencer dans un modèle tridimensionnel. Je pense que la technologie n'est pas encore rendue là. Peut-être que c'est les humains qui ne sont pas encore rendus là. On utilise des outils, des écrans qui sont en 2D. Mais l'interprétation du 3D se fait par le cerveau. Okay? Donc, ici, on a la production, on voit ici la production des plans 2D qui servent à la construction. Fait que c'est l'exemple comment ça fonctionne aujourd'hui, la conception. Ici, j'ai un autre produit, c'est des surfaces de roc excavées. Alors ici, on est plus en construction. On est sur une route dans un projet hydroélectrique sur la Côte-Nord, que j'imagine vous pouvez penser que c'est la rivière Romaine. Okay? Donc, ça, c'est une paroi d'excavation de la route. Alors, l'idée ici, c'est de calculer de la volumétrie. Okay? Alors, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est qu'il y a eu, je vais juste donner des chiffres pour l'exemple, mais par exemple, s'il y a eu 1 million de points sur cette paroi de roc-là, okay, avec la modélisation, puis des filtres adaptatifs tridimensionnels, on permet de baisser jusqu'à 90% de la quantité de points pris originalement. Alors, on se retrouve peut-être avec 100 000 points à la fin pour faire ce modèle de triangle-là, mais disons qu'il fallait en mesurer 1 million pour garder les 100 000 qui sont représentatifs. Okay? Donc, on voit que, là, c'est un peu difficile à voir, sur ça, mais on voit très bien les lignes de forage, on voit une quantité de détails assez extraordinaire. Ici, on a 2 autres exemples. Là, ici, on a un passage hydraulique à la centrale Sarcelles. Okay, ça, c'est là où l'eau rentre dans la turbine. C'est un ouvrage en béton qui est complètement neuf. Okay? Puis ici, c'est ce qu'on a voulu valider, c'est la qualité du bétonnage après construction. Alors, c'est un plan tel que construit. Alors, au lieu de faire ça de façon classique, ça a été fait avec un scanner. Puis, on a validé entre le modèle de conception et ce qui a été construit avec une analyse tridimensionnelle. Puis, on permet de voir, de mapper, si on veut, les points en couleur en fonction de l'écart au modèle de conception. Le modèle de conception venait du logiciel CATIA. Alors ça, c'est très intéressant pour un ingénieur en hydraulique parce que les écarts à la conception
sont importantes, sont plus importantes à certains endroits que dans d'autres. Alors, ça permet de venir corriger seulement où l'écoulement de l'eau va avoir un impact sur la production d'électricité. Un autre exemple ici, c'est un exemple de calcul de volume. Alors là, dans l'autre exemple, on ne s'intéresse pas à la position de l'objet dans l'espace, mais bien à l'objet lui-même pour en calculer son volume, puis des plans d'écoulement. C'est encore un passage hydraulique. C'est à la centrale Beauharnois. Alors, c'est pour calibrer un modèle de production où il installe des piézomètres pour mesurer la pression de l'eau. Évidemment, quand on a mesuré ça, c'était vidé, il n'y avait pas d'eau. Okay. Puis, donc, ça permet de calculer le volume et surface d'écoulement. Alors, c'est un peu ma présentation aujourd'hui. Alors, notre but, c'était vraiment de partager nos expériences qu'on a fait dans le 3D au cours des 2-3 dernières années. Puis aussi de favoriser un échange avec les gens qui ont des scanners aussi et qui opèrent des scanners au Québec, c'est en démarrage. Là, il n'y a pas encore beaucoup de gens qui font ça, potentiellement à cause de la problématique au niveau des grandes quantités de points. Alors, s'il y a des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. On aura peut-être le temps de prendre 2 questions. Oui. On utilise plusieurs logiciels. Principalement au niveau du traitement du nuage de points, on utilise Cyclone parce que notre leader est le modèle Leica. Au niveau de la modélisation, on utilise Polyworks et CATIA. Oui. En termes de coût, au départ, ce qui était très rébarbatif à l'achat, c'était le coût du laser lui-même, qui variait, là, qui tournait alentour de 100 à 150 000 $ avec les logiciels. Mais disons qu'on voit une baisse du prix très marquée, où aujourd'hui, on peut avoir un scanner à 1 million de points secondes à partir, disons, de 40 000 $. Alors, ça va devenir de plus en plus accessible et de plus en plus utilisé. On va s'arrêter ici pour cette session. Alors, je remercie Pierre-André. Merci. Merci aussi à tous nos conférenciers. J'invite les membres de la CSG à rester dans la salle parce que l'Assemblée va suivre. Ce midi, le déjeuner causerie est avec Pierre Chastenay. Il y aura aussi la remise des bourses. Ça va débuter à midi dans la salle Westmount. Merci à tout le monde.